Le débat sur les musulmans en Allemagne est souvent très émotionnel et très tendu. Ici, on va prendre un peu de recul et regarder la question de manière plus factuelle. Pour cela, on s'appuie uniquement sur les recherches scientifiques du livre collectif Muslim in Deutschland, afin de distinguer les faits des idées reçues. Cette citation d'un député du NPD est un exemple assez typique d'un récit qu'on entend souvent. Elle présente les musulmans comme étrangers, menaçants et, en quelque sorte, comme des personnes qui ne feraient pas vraiment partie de l'Allemagne. Mais qu'y a-t-il de vrai dans ces affirmations ? Regardons ce que dit la recherche et soumettons ces images chargées d'émotions à un examen factuel. Comment allons-nous faire cela ? On va procéder en 5 étapes. D'abord, on regarde sur quoi repose réellement ce débat. Ensuite, on remonte dans l'histoire. Puis on examine la diversité des musulmans. On se demande aussi comment ces images d'ennemis se construisent. Et enfin, on se pose une dernière question. La religion est-elle vraiment un problème, ou peut-elle aussi être une ressource ? Commençons par le cœur du problème. Dans beaucoup de débats politiques à droite, on donne l'impression que les musulmans seraient arrivés en Allemagne seulement très récemment. Ce qui est intéressant, c'est la structure de ces récits. Que ce soit chez le mouvement identitaire ou chez d'autres populistes de droite, les messages sont presque toujours les mêmes. On parle d'une menace d'immigration massive, d'une prétendue islamisation, et on affirme que l'islam serait incompatible avec l'identité allemande. C'est précisément là que notre analyse commence. Nous voulons sortir du sentiment de menace et revenir aux faits, en nous basant sur les travaux scientifiques de ce livre collectif. Passons maintenant au deuxième point, confronter ces récits à l'histoire. L'idée selon laquelle les musulmans seraient nouveaux en Allemagne est, tout simplement, fausse. Si tu regardes cette chronologie, tu vois clairement à quel point la présence musulmane est ancrée dans l'histoire récente de l'Allemagne. Tout commence avec les travailleurs invités après 1955. Déjà en 1979, le mémorandum Kuhn expliquait que la plupart resteraient en Allemagne. Et depuis la loi sur l'immigration de 2005, l'Allemagne se définit officiellement comme un pays d'immigration. Cela signifie que les communautés musulmanes font partie de l'évolution de la société allemande depuis plus d'un demi-siècle. Le point essentiel est donc le suivant, il existe un grand écart entre la réalité vécue par les gens et ce qui est discuté politiquement. D'un point de vue historique, la question « l'islam appartient-il à l'Allemagne ?» est donc mal posée. Pourquoi ? Parce que les musulmans font depuis longtemps partie de cette société. Cela nous amène au point suivant, qui remet encore davantage en question cette image simplifiée. L'idée que « les musulmans » formeraient un groupe homogène disparaît dès qu'on regarde la réalité d'un peu plus près. Alors, qui sont réellement les musulmans en Allemagne ? Qui sont ces environ 4 millions de personnes que l'on met souvent dans la même catégorie ? Si on regarde de plus près, même au sein du sunnisme, auquel appartient la majorité des musulmans en Allemagne, il existe au moins 4 grands courants. Il y a un islam éthique, où la religion reste plutôt une affaire privée, des interprétations plus scripturalistes qui s'appuient fortement sur les textes religieux, et aussi ce qu'on appelle l'islam populaire. Il n'existe donc pas une seule manière de croire ou de vivre l'islam. Prenons un exemple concret, les boursiers de la Fondation musulmane Avicenna. Oui, plus de la moitié ont des origines turques. Mais les autres viennent d'Égypte, du Liban, du Maroc et de nombreux autres pays. Cet exemple montre très clairement l'immense diversité ethnique et nationale au sein des musulmans en Allemagne. La conclusion est claire, plus on regarde de près, moins cette image simple d'un ennemi fonctionne. L'idée de les musulmans est une simplification politique qui ne correspond pas à la réalité. Mais cela pose une question importante. Si la réalité est si diverse, pourquoi cette image négative et uniforme persiste-t-elle ? Le livre montre que les ressentiments anti-musulmans ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont produits socialement et politiquement. Un concept clé pour comprendre cela est l'interpellation. Le mot peut sembler compliqué, mais l'idée est simple, on peut finir par devenir ce que les autres disent constamment de nous. Imagine qu'on te colle sans cesse une étiquette. À force, tu pourrais finir par l'intégrer comme une partie de ton identité. Une citation d'une étude rend cela très concret. Une jeune femme qui n'a pas grandi dans un milieu très religieux explique pourquoi elle a décidé de porter le voile. Son raisonnement était simple. Si tout le monde me dit que je suis une musulmane, alors je vais l'assumer. Même ses parents ont été surpris. Cela montre comment la pression extérieure peut produire précisément l'identité qu'elle prétend critiquer. Cela mène à un point central du livre.
L'islamophobie n'est pas simplement une réaction au comportement des musulmans. Elle reflète surtout ce qui se passe dans la société majoritaire, dans la politique et dans les médias. Elle en dit souvent plus sur notre société que sur les musulmans eux-mêmes. Passons maintenant à la dernière partie. Dans les discours politiques, la religion est souvent présentée comme un problème ou comme un obstacle à l'intégration. Mais que se passe-t-il si on change de perspective? Sur cette diapositive, tu vois deux visions opposées. D'un côté, le cadre politique qui parle de sociétés parallèles et de normes dépassées. De l'autre, les recherches scientifiques montrent que la religiosité peut être une ressource importante. Elle peut offrir orientation, sens, communauté et stabilité. Derrière cela se trouve une idée importante, le théorème de Bokenford. En résumé, un État libre et démocratique a besoin de valeurs comme la solidarité et la morale, mais il ne peut pas les imposer par la loi. Les communautés religieuses peuvent donc jouer un rôle important en transmettant ces valeurs. En résumé, la religion n'est pas automatiquement un obstacle à l'intégration. Au contraire, dans un contexte migratoire, elle peut être un facteur de stabilité. Elle aide à s'orienter, à construire des communautés et à trouver du sens. Si elle est souvent présentée négativement, c'est souvent le résultat de récits politiques qui ont peu à voir avec la réalité de la vie quotidienne. En conclusion, l'analyse de ce livre montre comment fonctionnent les récits politiques simplificateurs. Ils prennent une réalité complexe et la transforment en une image d'ennemi très simple, en ignorant l'histoire, la diversité et la vie quotidienne des gens. Et cela nous amène à une dernière question importante. Si les faits contredisent si clairement ces récits, de quoi devrions-nous réellement parler? Quelle discussion serait vraiment nécessaire pour organiser la vie commune en Allemagne? Aujourd'hui, cette vidéo se base sur un ouvrage de Peter Hant et Raouf Celan, 2017. Tu as des questions ou des suggestions de sujets? Écris-moi à youtube@empowermigra.com. Empower Migra, comprendre commence par écouter.